Bonjour Gilles Ménage. Bonjour Nicolas Legrand. Plusieurs sujets d'actualité ce matin avec votre invité. Vous recevez Vaïmoua Mouliava, membre du gouvernement. Envahis-moi Mouliava, bonjour. Bonjour Gilles, bonjour aux auditeurs. Et merci d'avoir accepté notre invitation au milieu, Nicolas le disait, d'une actualité particulièrement dense en Nouvelle-Calédonie. En ce moment, on va revenir dans un instant sur la mesure d'urgence que vous prévoyez de faire voter au Congrès en faveur de la CLR. On va parler d'allongement de la durée du temps de travail. Un mot pour répondre à un certain nombre d'auditeurs qui ont exprimé un avis ce matin sur notre antenne. Sur cette affaire de milliards. Que s'est-il passé exactement? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Bon, c'est vrai que il y a un lanceur d'alerte qui a lancé le sujet et qui aurait une certaine somme qui aurait été volée, envolée, disparue. Donc ça fait un certain temps maintenant que la CLR, la direction de la CLR travaille, mais aussi avec les administrateurs qui ont cherché les archives. Et il s'avère que ça a été présenté en toute transparence lors du dernier conseil d'administration. Il n'y a pas eu de vol en réalité. Cette somme a servi progressivement à combler les déficits structurels de la CLR, hein. On le sait, c'est déficitaire depuis le début, hein. Et finalement, on va faire une communication à l'ensemble des Calédoniens pour que chacun sache ce qui s'est réellement passé. En tout cas, on a rassuré les administrateurs et on va le faire avec les Calédoniens en faisant une publication à l'ensemble et qui sera distribuée à l'ensemble de la presse. Voilà. Alors, le CESE a émis mercredi un avis favorable à cet avant-projet de loi du pays qui porte diverses mesures d'urgence en faveur de la CLR et relative à l'attractivité de la fonction publique. C'est important, on va y revenir. Alors, on parle d'allongement de la durée du temps de travail avec un départ à la retraite à 62 ans au lieu de 60 d'ici à 2030, le recul de l'âge limite à 69 au lieu de 67 et l'interdiction de prendre sa retraite à 55 ans. Ça, c'est les mesures les plus importantes, hein. Oui, c'est les mesures les plus importantes. Mais vous savez, en réalité, le dire, tout le monde le sait, c'était un régime qui était très très avantageux, avec des services de bonification d'âge et de services, qui ont fait que beaucoup de nos fonctionnaires sont partis à l'âge de 55 ans et parfois moins. Et aujourd'hui, il faut savoir que sur l'ensemble des 5800, à peu près 5800 retraités, la moitié sont partis à l'âge de 55 ans. Et tout cela pour vous dire que c'est un vrai problème, hein, structurel. Tant mieux, ils sont encore en vie. Les progrès de la médecine nous permettent de les avoir toujours avec nous. Ceci étant dit, il ne faut pas oublier que le ratio, hein, qu'on a connu dans les plus belles années, il y a 20 ans, hein, on était à 8 cotisants pour un retraité, et qui, depuis 6 ans, est passé de 2 cotisants pour un retraité à aujourd'hui à 1,79. Hmm. Donc, autant vous dire que le déficit structurel nous questionne sur comment maintenir les gens dans l'emploi, surtout ceux qui ont les annuités et l'âge pour partir, hein, surtout les annuités. Et ils sont à peu près 1000. Alors imaginez que les 1000 aujourd'hui partent à la retraite. Je crois que là, de manière structurelle, on passerait de 0,1 Oui, le cotisant. régime explose, en gros. Oui, le régime explose. Donc oui, des mesures d'urgence pour maintenir par des taux d'abattement qui aujourd'hui, avec la nouvelle version, sont très très dissuasifs, hein, avec des taux d'abattement qui sont dissuasifs. Mais aussi, on va essayer de travailler sur comment maintenir nos 1000 retraités possibles dans l'emploi, notamment avec un mécanisme de surcote, hein, qui les maintient, puisqu'on allonge de Mais 60 l'idée, à c'est de les 62 convaincre ans. de travailler plus longtemps, tout Oui, simplement. oui, oui. Et puis essayer de voir comment, dans l'administration, on peut faire ce qui est fait maintenant en France, mais dans le monde, c'est de travailler sur un dispositif de senior-junior. C'est-à-dire, vous travaillez un peu plus longtemps, créer les conditions de partage de l'expérience, hein. C'est peut-être du temps de travail pendant deux jours par semaine. On permet à ceux qui ont les annuités, hein, possibles pour partir, ben de transmettre aux nouvelles générations. Donc, il faut créer les conditions peut-être un peu coercitives, hein, comme les taux d'abattement,
mais aussi travailler sur la qualité de vie de nos anciens qui sont encore en fonction. Alors, l'autre volet de cet avant-projet de loi du pays, c'est de rendre attractive la fonction publique. Ça, c'est un des mécanismes aussi que vous prévoyez d'enclencher, hein, parce que l'idée, c'est de dire aux gens, voilà, la fonction publique, c'est un domaine... Mais, déjà, on a essayé de lever un peu les barrières de l'intégration, c'est-à-dire les recrutements sur titre. Donc, on a ouvert de manière expérimentale pendant 3 ans les recrutements sur titre dans le corps de l'administration générale sur des métiers que les employeurs ont estimés pénuriques, nécessaires, notamment les contrôleurs de gestion, ceux qui travaillent sur la science de la donnée. Vous savez, beaucoup de personnes passent ici et disent que on a du mal à définir des plans d'action, des stratégies, parce qu'on a un problème de données. Donc, ce sont ces nouveaux métiers-là. On va aussi créer, et là, je crois que c'est de raison, et c'est attendu depuis longtemps, un corps spécial pour ceux des télécoms, avec des recrutements sur titre possibles. Donc, tout un tas de mesures qui va compléter, notamment le plan d'intégration qui se poursuit, qui est allégé, et l'an dernier, par exemple, on a fait rentrer par le plan d'intégration 250 personnes. On a ouvert aussi la possibilité de recrutement sur titre pour le personnel paramédical. Autrefois, il fallait passer dans une école d'infirmière, faire 3 ans, et ensuite repasser un concours pour intégrer la fonction publique. Donc des aberrations, hein, parce que si on passe dans une école spécialisée avec une formation spécialisée et une alternance et des stages en immersion dans les hôpitaux, au sortir, il faut faciliter l'intégration. Donc tout un tas de mesures comme celui-là qui accompagnent l'acte 2 du sauvetage de la CLR, qui est un équilibre entre des éléments un peu coercitifs, hein, et puis d'attractivité dans la fonction publique. Alors, autre sujet, Vaïmoa Mouliava, si vous le voulez bien, c'est cette délibération qui a donc été votée au Congrès, qui concerne la commande publique. Ça fait partie j'allais dire, des mesures d'urgence et provisoires qui sont prises par l'exécutif pour lutter contre les effets de ce qu'on appelle la crise nickel, qui sont des effets réels, hein. L'idée, c'est de dire que de relever les seuils au-delà desquels la commande publique nécessite une mise en concurrence. C'est bien ça? Exactement, hein, c'est de libérer un peu la commande publique, notamment les seuils, revoir les seuils. Mais rappelez que c'est une proposition qui émane du groupe de travail, hein, que le gouvernement a constitué il y a près de 2 mois maintenant, un peu plus de 2 mois, pour gérer la crise. Et le comité technique, hein, qui rassemble les chambres consulaires, les directions de la Nouvelle-Calédonie, l'écosystème du privé finalement, ont émis ce souhait. Et puis nous avons créé à la demande des acteurs du BTP et aussi une cellule de crise du BTP qui ont formulé la même demande. Alors en quoi ça consiste? À relever les seuils, hein. Jusque-là, les seuils sans mise en concurrence étaient de 0 à 3 millions. Hein. Aujourd'hui, de 3 millions, le seuil a été relevé à 10. C'est-à-dire entre 0 et 10 millions, il y a la possibilité de ne pas mettre en concurrence. Voilà. Mais ceci dit, ils peuvent toujours le faire, hein. Et puis, entre 10 millions et 40 millions, le seuil des marchés publics, les appels d'offres, se situait au seuil de 20 millions. Aujourd'hui, le seuil a été relevé à 40 millions avec une mise en concurrence. Et au-delà de 40 millions, on reprend la procédure normale d'appel d'offres, et puis les commissions techniques des dépouillements et d'appel d'offres, voilà, classiques. Alors, c'est une mesure provisoire, je le disais, puisque c'est une mesure qui est prise pour 1 an. Est-ce que vous craignez pas, est-ce que ça comporte pas quand même un risque? Est-ce qu'on risque pas de vous accuser de favoriser un certain copinage ou de favoriser un certain nombre d'attributions comme ça, de gré à gré, on va dire, entre gens qui se connaissent? Si, mais par exemple, dans les communes du Nord, hein, et puis dans les îles, il n'y a pas cet écosystème, il n'y a pas comment dire, le nombre d'entreprises, hein, qu'on a en province sud. Donc oui, mais on a fait appel à la responsabilité des maîtres d'ouvrage publics. Le gouvernement légifère, mais le gouvernement n'invente rien. Pendant le Covid,
en France, c'est ce qui a été procédé en France aussi. Ils ont relevé pour des raisons de simplification administrative, pour gérer dans l'urgence la crise sanitaire. Et puis, cette expérimentation qui a été menée en France a été actée finalement, hein, et a modifié la commande publique en métropole. Donc nous ici, nous avons effectivement décidé de ne pas modifier la délibération existante, mais nous avons travaillé sur une délibération dérogeant de manière exceptionnelle à la délibération 424 existante. Et oui, pendant une période d'1 an, et sur 2 ans, et avec des indicateurs, hein, on va vérifier ça, et que si les délais de paiement sont respectés et que les consommations des investissements sont au rendez-vous, c'est-à-dire pas à 40%, mais vraiment à 100%. Rappelez quand même que les administrations, c'est pas les banquiers, hein, c'est ça, les investissements proviennent de la solidarité fiscale des entreprises, et donc il faut dépenser tout ça. Donc ça répond aussi à une volonté pour que les maîtres d'ouvrage publics puissent consommer totalement leur budget d'investissement. Oui, il y aura un travail de garde-fou, hein, qu'on essaye de réfléchir, de voir comment la maîtrise d'ouvrage public calédonienne peut piloter, hein, de manière coordonnée avec l'ensemble des donneurs d'ordre public ce dispositif, en lien bien sûr avec l'État. Vous savez qu'au bout de la chaîne, c'est le contrôle de légalité. Donc le contrôle de légalité peut aussi être un garde-fou pour voir s'il y a des dérives. Donc on est confiant, hein, et puis je crois que le moment que nous vivons nous demande d'être agiles et puis de répondre à la crise qui va arriver et qui est déjà là parmi nous. Vaïmo Mouliava, vous êtes membre du gouvernement. Je ne peux pas évidemment m'empêcher de vous interroger sur la question du pacte nickel. Vous étiez présent à la séance du Congrès où le président du gouvernement s'est exprimé, comme tous les membres du gouvernement d'ailleurs, vous étiez tous là. On a entendu Louis Mapou, d'une certaine manière, essayer de rassurer ses troupes sur le contenu de ce pacte nickel. Alors je vous pose la question franchement, est-ce que ce pacte va être signé, oui ou non? Je crois que, bon, vous savez, chacun à sa place, hein. Moi, je ne suis pas président et je suis au gouvernement. Le président, il s'est exprimé assez clairement, hein. Je crois que la presse a relayé ce qu'il a dit. Moi, je pense que j'ai vécu un moment extraordinaire, ce moment-là, où j'ai vu finalement qu'il y a de la porosité entre les camps. Et puis, le président du gouvernement, finalement, il s'exprime sous sa casquette de président du gouvernement, c'est-à-dire de l'ensemble du territoire, conscient de tous les problèmes et les risques encourus par la non-signature de ce pacte qui va engager et questionner finalement la vie de 13 000 familles. De 13 000 familles, mais pas seulement, avec en cascade l'explosion de notre système, la protection sociale. Vous savez que, voilà, avec le RUAM qui n'est pas passé, et là, avec les cotisations que les usines nourrissent notre protection sociale, risquent de ne plus être versées. C'est pareil pour Enercal, etc. Donc il s'est exprimé en tant que président du gouvernement. Moi, ce que j'espère, c'est que ce qui est arrivé lors de la séance publique nous interroge chacune et chacun d'entre nous à plus de retenue dans les propos. J'ai entendu aussi des propos de part et d'autre qui n'ont pas lieu d'être aujourd'hui, à un moment où nous devons prioriser nos combats. Et je crois que le quotidien, la vie économique, la vie sociale de notre territoire doit être notre priorité là, tout de suite. Et on le voit bien que plusieurs questions, plusieurs sujets se télescopent à un moment où nous avons besoin d'avoir du sang-froid et de converger sur des solutions qui nous tireraient vers le haut. Et je crois que c'est l'interpellation, ce que le président du gouvernement a voulu faire lors de cette séance publique. Et j'espère que ce week-end, les gens
sera un peu plus responsable et puis un peu plus de communication sur ce sujet-là. Ça veut dire que le président du gouvernement l'a dit d'ailleurs, il va prendre ses responsabilités. Ça veut dire que le gouvernement peut l'autoriser dès mercredi prochain à signer le pacte nickel. Oui, il l'a dit. On verra s'il maintient sa position la semaine prochaine. Mais je note qu'il y a une commission qui est programmée pour mardi sur ce sujet. Donc je ne désespère pas qu'un alignement puisse se faire entre le gouvernement et puis le Congrès sur ce sujet, mais surtout avec la population. Surtout avec la population. Je sais que ça relève un peu de l'ordre du rêve quand on entend les commentaires des uns et des autres, mais le moment est grave. Le moment est grave. Oui, moi, Mouliava, membre du gouvernement, merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci.